d'introduction qu'on souhaitait vous faire donc, avec Frédéric sur Tetrae. Donc, nous avons décidé, puisque le montage des projets en région va durer près de 6 mois, là, donc l'idée, c'était déjà, en attendant, de façon à pouvoir communiquer entre nous, échanger, c'est de créer ce système de webinaire sur les concepts qui nous paraissent clés de Tetrae, sur lequel on a reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que l'impact? Qu'est-ce que c'est que l'innovation ouverte? Comment réfléchir à ce qu'implique le Nexus dans nos recherches, etc. Donc, qui sont des éléments qui vont être intégrés dans votre processus de construction des projets. Il nous a paru important donc d'avoir ces moments d'échange sur ces concepts un petit peu nouveaux et clés du programme Tetrae. Donc, juste pour rappeler, en fait, donc Tetrae, c'est un nouveau programme qui fait suite, un nouveau programme de recherche en partenariat dans les régions, donc qui fait suite au programme PSDR, mais qui a l'ambition de renouveler en fait un petit peu les concepts, de prendre appui effectivement sur tout ce qu'on a appris dans PSR et de renouveler les ambitions, à la fois au niveau scientifique et au niveau des thématiques et au niveau des méthodologies de la recherche. Donc Tetrae, c'est transition en territoire de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et les mots-clés, on les voit sur ce slide, hein, on voit qu'on a déjà travaillé sur ce que c'était la recherche en partenariat, on sait ce que c'est que travailler en recherche pluridisciplinaire, on a beaucoup travaillé là-dessus dans les PSDR précédents. Donc ça, c'était 2 mots-clés, 2 concepts clés, de démarches clés qui étaient déjà présentes dans les programmes précédents. Rien n'est jamais acquis, mais on a quand même de l'expérience sur ces niveaux-là. Donc, l'idée, c'était de renouveler les ambitions, à la fois avec une approche, une orientation scientifique un peu plus systémique, je dirais, hein, autour du nexus, agriculture, alimentation, environnement, comment gérer cette articulation en intégrant la santé des écosystèmes agricoles et forestiers, mais aussi la santé humaine. Et donc aussi de vraiment privilégier cet échelon territorial qui a donné tous les résultats qu'on a vus dans le PSDR, mais ici à travers le Nexus. Donc l'échelon territorial comme un niveau privilégié pour produire des connaissances qui sont au niveau des enjeux de transition du système. Donc l'idée, c'était vraiment de penser ensemble agriculture, alimentation, environnement à l'échelle du territoire pour avoir une approche transformative. Et donc, de donner toute cette importance au chemin de la transition, et on verra aujourd'hui que ce chemin de la transition, il est important, à la fois dans la démarche et à la fois dans le projet Tetrae. Les ambitions, c'est aussi de renouveler notre démarche, nos méthodologies, de la faire évoluer, notamment parce que le paysage de la recherche évolue également. Donc l'idée, c'est toujours de co-construire avec les acteurs en amont les questions de recherche en partenariat, mais cette construction, il faut vraiment qu'elle parte, et on l'a prise vraiment dans Tetrae, on réfléchit déjà en partenariat, on est vraiment tout à fait au début des constructions de programmes, de projets en démarche partenariale et de co-construction. Et ça implique également, c'est là aussi qu'on va intervenir aujourd'hui, de penser le chemin d'impact et nos formes de contribution aux transitions, nos formes de valorisation dans la construction de nos projets. La méthodologie, elle est renouvelée aussi par le concept, la notion d'innovation ouverte, avec des formes telles que les agro-living labs, avec une démarche de recherche aussi participative, ce qui implique en fait une prise en compte des attentes et des implications renforcées des usagers de la recherche et de la société pour répondre à ces enjeux de transition. Et il est évident que tous ces différents concepts, hein, que ce soit le nexus, le lien entre transition et territoire, tout le processus de construction, de co-construction avec les acteurs et la notion de chemin d'impact et toutes ces notions autour de l'innovation ouverte et des living labs,
Ça implique des formes de recherche que vous allez construire, donc une diversité, et la forme que prendra vos projets et que prendront la façon dont vous mobiliserez ces différents concepts résultera des formes de partenariat et des formes de vos choix thématiques, et donc il y aura une diversité propre à chaque projet. Les webinaires donc, vont suivre un petit peu on a identifié quatre thématiques qui nous paraissent déjà importantes, mais on pourra le compléter par d'autres webinaires si c'est utile, hein, si on voit qu'il y a des questions qui remontent des chercheurs et des chercheurs et partenaires. Donc, le webinaire 1 est consacré à l'évaluation de l'impact de la recherche, hein, donc on va en reparler dans un moment. Le webinaire 2, c'est innovation ouverte et agro-living lab. Toujours pareil, hein, quels sont les concepts et quelles sont l'opérationnalité pour la recherche en partenariat dans le cadre d'un programme tel que Tetrae. Donc là, c'est Alain Rallet, qui est professeur en sciences économiques à Paris-Saclay, qui nous présentera ce thème-là. Le webinaire 3 se portera sur le nexus, hein, penser et mettre en œuvre la transition agroécologique à l'échelle des systèmes alimentaires dans les territoires, une approche par la santé globale. Donc c'est Michel Duru, qui est directeur de recherche et chargé de mission à NRAE, qui gérera ce webinaire, qui sera notre invité pour ce séminaire-là. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'est aussi de travailler ce lien entre cette dimension territoriale de la transition. Donc, on est en train de travailler ce dernier webinaire et on vous le communiquera prochainement. Donc voilà, c'est les quatre thématiques qui nous ont paru déjà importantes et qui peuvent vous aider à construire les projets. Alors, quel est l'objectif de ces webinaires? Donc, c'est travailler ces concepts clés qui structurent le programme, Nexus, innovation ouverte, impact, transition, territoire, etc. Partager des références et essayer de construire aussi une vision commune autour de ces concepts clés, mais aussi à la fois des concepts, mais aussi des démarches de recherche, hein, partager aussi sur nos méthodologies et nos démarches, et évidemment aider à la construction et à la réussite de vos projets. Donc ça, c'est les objectifs très globaux, très généraux, donc, qui nous ont paru importants, avec la flexibilité que nous permet donc ces systèmes de webinaires, hein, et qui permettent à la fois de présenter, mais à la fois aussi d'échanger. On voulait, avec Frédéric, vous faire quand même un rappel de calendrier pour ceux qui ne sont pas tout à fait informés du calendrier et de la démarche, hein, qu'on a poursuivie au niveau national. C'est vrai que 2020 a été une période de consultation des régions via les présidents de centre pour essayer de déterminer quelles étaient les priorités, à la fois au niveau recherche et à la fois au niveau des conseils régionaux, hein, quels étaient les enjeux stratégiques pour les régions et les équipes partenariales et scientifiques en région. Donc, on a fait remonter toutes ces thématiques des différentes régions et on a construit sur cette base-là le cadrage national de Tetrae que vous avez tous. En 2021, l'objectif a été de décliner ce cadrage national dans les régions, essayer de voir donc quelles étaient les thématiques qui étaient importantes pour la région, sur lesquelles mobiliser les équipes. Et le deuxième semestre est destiné à co-construire ces projets en partenariat dans chaque région. 2022, donc, l'idée est de remettre les projets finaux en janvier 2022, sûrement fin janvier, début février. On va fixer une date précise très bientôt. Il y aura une sélection finale par le conseil scientifique, un conseil scientifique national qui va rassembler l'ensemble des projets qui vont remonter des différentes régions et qui va faire une sélection des différents projets. Et il y aura ensuite une validation par la région pour un démarrage en été 2022, et ceci pour 5 ans, puisque vous savez que les projets portent sur 5 années. Voilà, donc alors on va parler du premier webinaire, évaluer l'impact de la recherche, donc l'approche ASIRPA et enseignement pour Tetrae. Donc on vous propose un webinaire en 2 phases, une première phase donc plus conceptuelle
Donc Pierre Benoît va nous présenter l'approche un peu conceptuelle de la méthode de l'analyse de l'impact à travers l'approche ASIRPA notamment. Et on prendra ensuite une demi-heure de questions et ensuite Pierre Benoît reprendra la parole pour développer les implications pour Tetrae et ensuite on aura encore une discussion. Vous pourrez poser toutes vos questions qui vous permettront ensuite de mieux travailler la construction de vos projets. Alors, je ne sais pas s'il faut présenter Pierre Benoît, tout le monde le connaît. Pierre Benoît donc, est directeur de recherche à INRAE. Il est président du Centre Occitanie-Toulouse et membre du laboratoire LISIS à Paris. Il est à la fois économiste et sociologue. Il travaille sur les sciences d'innovation et les sciences et techniques. Et il était, avant 2020, directeur du LabExit et directeur de l'UMR LISIS. Ensuite, ce qui est important pour notre journée, pour notre webinaire, c'est qu'il a été coordinateur du projet ASIRPA depuis 2011 et ASIRPA qui porte sur l'évaluation des impacts sociétaux de la recherche. Donc, je vais lui laisser la parole donc je vais sortir son PowerPoint et je vais partager. Voilà. Donc, je laisse la parole donc, à Pierre Benoît. L'écran. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce premier webinaire. Ceux qui me connaissent savent l'importance que j'attache au programme Tetrae en général et à ses développements en particulier en Occitanie. Donc, je suis vraiment ravi de venir partager avec vous mes réflexions sur la question de l'impact sociétal de la recherche. Alors, il faut que j'arrive à prendre la main sur cet ordinateur qui n'est pas le mien. Voilà, ouais. Oui, donc s'il y avait peut-être une idée à retenir de ce séminaire, c'est cette citation, alors qui est faussement attribuée à Einstein, mais je passe les détails. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et tout ce qui compte et tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Et s'agissant, bon, c'est une réflexion tout à fait générale, mais s'agissant de la question de l'impact, c'est particulièrement pertinent puisque, comme vous le savez, quand on parle d'impact, eh bien souvent des acteurs mélangent l'impact, je vais revenir sur la définition de l'impact avec les résultats, ce qui est produit, ou bien les premiers effets, les premiers usages, ou ce qu'on appelle les outcomes en anglais, alors que l'impact est quelque chose de très particulier. Et puis deuxièmement, en fait, en général, quand on fait une analyse d'impact, on compte essentiellement les impacts économiques parce que ce sont les plus faciles à compter, mais on compte assez peu les impacts sociaux, les impacts environnementaux ou autres, ce qui est un vrai problème, une vraie difficulté, un vrai enjeu. Alors on peut dire qu'on est dans un moment, le moment de l'évaluation d'impact, comme vous le savez, depuis une petite dizaine d'années, cette question de l'impact, elle est à l'agenda de nombreuses organisations. Donc, c'est le cas pour la Ligue européenne des universités de recherche, c'est aussi le cas pour l'Association européenne des universités, pour s'en tenir à des universités, mais c'est également le cas de, et je reviendrai là-dessus, du Research Excellence Framework au Royaume-Uni, qui est, alors le Royaume-Uni n'est pas un exemple en tout, on le sait, mais l'expérience d'évaluation d'impact de la recherche est particulièrement intéressante, ne fût-ce que parce qu'elle a été vraiment menée avec beaucoup de volonté. C'est aussi le cas pour les Pays-Bas, où l'Agence nationale de la recherche, NVO, en fait, dans son protocole d'évaluation
de la recherche, en fait, prend la dimension Societal Relevance, qui est une dimension qui est consacrée à la question de l'impact. Donc, j'insiste pas là-dessus, mais effectivement, on est dans un moment tout à fait intéressant du point de vue de l'évaluation d'impact, puisque c'est à l'agenda de nombreuses organisations. Alors, s'il fallait retenir une définition de l'impact sociétal, je proposerais celle précisément du REF britannique, qui définit comme suit donc l'impact, on dit l'impact sociétal, et quand on dit impact sociétal, en fait, c'est un impact multidimensionnel, ce n'est pas l'impact social. L'impact sociétal de la recherche peut être défini comme un effet, un changement, un bénéfice. Et donc, pour moi, c'est vraiment une transformation effective sur l'économie, la société, la culture, les politiques publiques, la santé, l'environnement ou la qualité de vie. C'est un effet au-delà du monde académique. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de mesures de facteurs d'impact dans le monde académique, mais qui mesurent simplement en fait l'impact sur le monde académique. Quand on parle d'impact sociétal, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment l'impact au-delà du monde académique. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. Il suffit pas on ne peut pas s'en tenir à une mesure de l'impact sur le monde académique. Alors, pourquoi évaluer l'impact de la recherche? En fait, il y a vraiment différentes raisons d'évaluer l'impact de la recherche. La plus traditionnelle, en fait, c'est une question de reddition de comptes ou accountability, mais plutôt reddition de comptes, c'est-à-dire essayer de voir si les ressources qu'on a investies dans une activité ont produit les effets escomptés et si les taux de retour, je reviendrai là-dessus, sur les investissements sont satisfaisants. Très lié à cela, en fait, il y a la communication avec les financeurs, les bailleurs de fonds, mais il y a aussi une question de communication avec d'autres acteurs, les parties prenantes dans un domaine particulier, mais aussi les médias ou les acteurs sociaux dans leur ensemble. Et on voit bien, si on parle communication, en fait, que la façon dont on va construire le narratif de l'impact, dont on va construire les outils d'analyse de l'impact peuvent être assez différents. La troisième raison pour laquelle on souhaite évaluer l'impact de la recherche, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est l'idée que si on arrive à mieux comprendre les mécanismes qui produisent l'impact de la recherche, eh bien, en fait, on arrivera à amplifier l'impact. Et donc, ce n'est pas simplement une mesure ex post de l'efficacité, mais c'est bien une connaissance, un éclairage qui va permettre pour les acteurs impliqués d'avoir une plus grande efficacité dans la production d'impact. Et puis enfin, il y a aussi la culture, j'y reviendrai, c'est-à-dire c'est et c'est notamment très important pour les organismes de recherche finalisés, c'est avoir une bonne compréhension de ce que c'est que l'impact, des enjeux de l'impact, des mécanismes, encore une fois, qui produisent l'impact, et finalement de notre responsabilité en tant que chercheur dans la production d'impact. Et pour appuyer cela, en fait, j'ai repris cette citation donc, de l'Association européenne des universités, donc, qui insiste sur la nécessité de revoir les pratiques d'évaluation de la recherche parce qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui de réconcilier les valeurs de la recherche et ses effets avec ce qu'on attend de la recherche, ce que la société, avec toutes les guillemets nécessaires, attend de la recherche, avec la façon dont cette recherche elle est évaluée et reçoit en fait différentes incitations. Donc, je l'ai dit, il y a donc chaque fois qu'on se pose les problèmes d'évaluation d'impact de la recherche, on a un triptyque, 3 grands problèmes. Le problème de
l'attribution, donc savoir dans quelle mesure une action particulière, un projet, un programme, une activité a produit effectivement les effets qui lui sont imputés. Deuxièmement, j'y reviendrai, il y a une question de décalage temporel qui est une source de difficulté assez importante dans l'évaluation, mais également dans cette question plus généralement d'impact de la recherche. Et puis troisièmement, la question de la mesure des impacts non économiques qui reste dans beaucoup d'approches un angle mort assez important. Comme je l'ai dit, en fait, on sait à peu près évaluer les impacts économiques. Pour les autres dimensions, c'est beaucoup plus compliqué. Bien, toujours d'après cette association européenne, en fait, qui se pose les questions de finalement comment on peut adapter les métriques, les outils de mesure de l'impact. Eh bien, en fait, enfin, pas la peine de lire ce tableau, simplement le résultat, et je pense que je mettrai ces transparents à disposition de tous les participants, mais le résultat, c'est que en fait, quand on va vers les Next Generation Metrics qui nous intéressent, yet to be developed. Donc, du coup, on a vraiment un gros enjeu de travail sur ces questions. Cette question d'impact, c'est une question qui fait donc d'analyse des impacts sociétaux de la recherche. C'est une question qui fait l'objet de nombreux travaux depuis, avec vraiment, en fait, c'est une thématique qui a été très forte dans les années 60-70 et qui est relancée depuis la fin des années 2000, le début des années 2010. Donc là, j'ai copié cette revue assez récente, en fait, d'un ensemble de recherches. Donc, et c'est pas du tout complet. Alors, en fait, ASIRPA est pointé ici comme une des approches qui a été prise en compte dans cette recension, qui est assez intéressante. Donc, la référence vaut le détour. Ce qu'il faut retenir là, c'est que donc il y a vraiment un foisonnement de méthodes, ce qui est assez intéressant, qu'il y a des communautés derrière et qu'il y a des communautés, donc avec des rencontres dans des conférences, des séminaires, etc. Et puis il y a des revues comme la revue Research Evaluation qui est assez importante si on s'intéresse à cette question d'impact de la recherche. Alors, j'ai à peu près fini avec cette introduction, mais il me reste en fait à indiquer que quand on considère l'évaluation d'impact, en fait, on a au moins deux grandes traditions, et ça renvoie en fait aux différentes raisons d'évaluer l'impact. Donc, on a une évaluation formative, donc il s'agit d'évaluer l'impact afin de renforcer les processus d'apprentissage, afin de renforcer les possibilités de pilotage. Et donc, l'idée, c'est par l'évaluation, c'est de contribuer à augmenter les chances de réalisation des transformations qui sont souhaitées. On peut opposer cela, même s'il peut y avoir des ponts, à une évaluation sommative. L'évaluation sommative, je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'identifier et de mesurer les transformations réalisées, de les rapporter aux ressources qui ont été investies et par le même, en fait, d'avoir une idée des taux de retour économique ou de l'efficacité au sens plus large. Alors pour cet exposé, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux que nous avons réalisés avec mes collègues dans le cadre du projet ASIRPA, qui a été initié à la demande de la direction générale de l'INRA à l'époque en 2011. Et donc, en fait, on va voir deux volets de ce projet ASIRPA. Le premier, c'est une analyse, une évaluation ex post, c'est-à-dire avec le rétroviseur donc, des impacts. Donc, nous avons développé ce cadre d'analyse
donc à partir de 2011, encore une fois. Il a été appliqué sur une soixantaine de cas. Il est mis en routine, mis en œuvre en routine à INRAE. Il fait l'objet de formation sous la forme de MOOC. Alors, c'est un point de passage important parce que, en fait, pour nous, cette approche ASIRPA ex post est à la fois le creuset analytique qui va jouer un rôle important dans la conception de ASIRPA en temps réel, et à la fois tout le travail qui a été fait en fait avec ASIRPA ex post a permis de produire des résultats importants de compréhension en fait des mécanismes de l'impact. Le second volet d'ASIRPA, c'est les approches en temps réel. Donc c'est un volet qui est en cours de développement, que nous avons initié depuis 3 ans, avec et qui est développé vraiment en recherche-intervention, ce qui était le cas aussi en fait du projet ASIRPA ex post, mais là, en fait, il est développé sous forme, je reviendrai là-dessus, hein, sûrement de co-expérimentation. Donc, nous avons plusieurs donc, opérations. Donc, la première, c'est le programme prioritaire de recherche cultivée et protégée autrement, donc zéro pesticide. Ensuite, nous avons travaillé sur différents projets européens et puis il y a une opération en cours au niveau du territoire d'innovation Occitanie, mais c'est tous ces éléments qui permettent effectivement de considérer aujourd'hui comment on pourrait penser l'évaluation d'impact de la recherche pour les projets TETRAE ou pour le programme TETRAE dans son ensemble. Voilà, donc comme l'a indiqué Daniel, en fait, on va aborder deux volets qui correspondent grosso modo à cette distinction. Donc, je vais tout d'abord en fait faire une brève présentation de l'évaluation des impacts sociétaux de la recherche, des approches qui ont été développées, et puis dans un second temps, en expliquant ce que l'on fait actuellement avec ASIRPA en temps réel ou ASIRPA in itinéré, j'essaierai de montrer comment on peut penser cette évaluation d'impact dans le cadre de TETRAE. Alors, en fait, quand on considère les évaluations d'impact, et il y a de la recherche et une littérature extrêmement abondante dans ce domaine, on peut dire en fait qu'il y a deux types d'approches. Le premier, ce sont des approches agrégées, et c'est essentiellement des approches économiques ou économétriques. Et puis le second, ce sont des approches par études de cas. Donc, dans cet exposé, je vous fais grâce de toutes les références. En fait, bon, on a pas mal de publications là-dessus, et donc, évidemment, ces publications sont à disposition de tout un chacun. Je pourrais donner les références pour ceux qui veulent effectivement avoir tous les éléments bibliographiques détaillés. Alors, pour faire vite, en fait, les approches agrégées, c'est essentiellement des approches économétriques ou des analyses coûts-bénéfices, plutôt comptables, hein. Et en fait, l'idée, c'est que on va s'intéresser à une chronique d'investissement, une chronique de production de bénéfices qui s'étendent sur des périodes de temps assez longues, avec une période où en fait les flux sont négatifs parce qu'on investit dans la recherche et développement, et puis les flux vont devenir positifs, et donc en utilisant les méthodes d'actualisation, on peut avoir une comparaison de ces différents flux à différentes étapes dans le temps, et on peut assez facilement calculer ce qu'on appelle les taux de rendement interne, hein, des projets qui sont considérés. Donc, c'est des approches en fait qui ont été introduites
par notamment l'économiste Zvi Grilikus aux États-Unis, avec ses travaux emblématiques sur le maïs hybride, hein, dans les années, donc il a réalisé dans les années 50. Et donc, c'est pas complètement un hasard. En fait, l'agriculture a fait l'objet de beaucoup de travaux, et notamment des travaux qui ont été réalisés par les économistes agricoles aux États-Unis. Alors, ce qui ressort, c'est juste pour vous donner une idée, en fait, c'est que c'est des taux de retour annuels qui sont absolument sidérants, hein, avec donc Social Rate of Returns to Public Agricultural Research. Donc, on a des nombres d'études. Alors maintenant, les nombres d'études sont, on est à plusieurs centaines, hein. Là, c'était quelques études qui avaient été considérées. Mais vous voyez que la moyenne est estimée à 53% par an. Enfin, donc, vous voyez, il y a un effet de croissance géométrique qui est tout à fait, comment dire, sidérant si on applique un taux comme celui-ci. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur ces taux, etc. Je vous fais grâce de ces discussions. On pourra y revenir si ça vous intéresse, mais ce n'est pas vraiment l'optique de le centre de mon exposé. Donc, du coup, en fait, ce qui est important, c'est que pour des économistes, l'évaluation d'impact, c'est ça, hein. C'est vraiment, et donc il y a beaucoup de discussions. C'est des discussions que nous avons eues en interne à INRAE. Et donc, nous, on a plutôt défendu la nécessité d'avoir une approche par étude de cas. Je peux vous dire que pour les collègues économistes agricoles qui connaissaient ces approches, en fait, naturellement, l'évaluation d'impact, c'était faire des analyses économétriques et des analyses coûts-bénéfices. D'ailleurs, ça a été réalisé dans le cadre du projet ASIRPA par une équipe autour de Jean-Pierre Buteau, Stéphane Lemarié et Bertrand Schmitt. Alors, l'intérêt, en fait, c'est qu'on peut avoir des mesures globales agrégées, c'est qu'on peut faire ce type d'approche au niveau, appliquer ce type d'approche à différentes échelles, à l'échelle d'un projet, à l'échelle d'un secteur ou à l'échelle macroéconomique, hein. Donc, l'étude de Stéphane Lemarié et Jean-Pierre Buteau, elle est appliquée à l'échelle France, hein. Mais il y a plusieurs limites, hein. Donc, une limite qui est liée au problème de l'attribution. Et on sait aujourd'hui que les approches économétriques tendent à surestimer les taux de rendement. Il y a une question de décalage temporel. Et donc, en fait, le décalage temporel a été mesuré dans ces études à une trentaine d'années, hein, pour l'agriculture. Donc, une trentaine d'années entre l'initiation des recherches et la production de l'impact. Donc, ça nécessite d'avoir des données, des séries longues sur les investissements de R&D et sur les outputs, et elles ne sont pas toujours disponibles. Le troisième problème, le problème de mesure des impacts non économiques. Si on peut avoir des séries économiques, en fait, on n'a généralement pas les séries sur les autres mesures, l'impact environnemental, l'impact sociétal, l'impact sanitaire ou l'impact sur les politiques publiques. Puis enfin, peut-être plus fondamentalement, en fait, cette analyse input-output ne donne aucun enseignement sur les mécanismes qui génèrent les impacts. Donc, ça peut être intéressant en termes de reddition de comptes, bien que limité de mon point de vue, et en termes finalement d'éclairage des mécanismes et d'amélioration, en fait, de la production d'impact, c'est tout à fait inutile. Alors, je passe maintenant donc aux approches par étude de cas. Donc, il y a beaucoup d'approches par étude de cas, hein, et de nature assez différente. Donc, je vais insister sur l'exemple d'ASIRPA. Un autre cas tout à fait emblématique, c'est celui du REF, hein, du Research Excellence Framework. Donc, dans l'évaluation de la recherche des universités britanniques, donc il y a une partie sur l'évaluation de l'impact de la recherche. Cette partie sur l'impact de la recherche, c'est une partie, en fait, qui consiste à demander au niveau des départements de recherche de produire
une dizaine, enfin 5, 10 études de cas les plus emblématiques des impacts sociétaux qui ont été produits. Donc ça a été, voilà, donc c'est quelque chose qui est mis en œuvre avec une exigence assez faible en fait sur la forme des études. Donc c'est juste, enfin c'est du narratif avec des données qui peuvent être, si elles sont disponibles, qui peuvent être apportées, mais par rapport à ce que nous avons réalisé dans ASIRPA et par rapport à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus exigeantes, en fait, le formalisme n'est pas très poussé. Cela dit, en fait, il y a des enseignements qui sont assez riches parce que, en fait, il y a une très grande masse en fait de vignettes qui ont été ainsi produites dans le cadre de l'évaluation. Alors, s'agissant de ASIRPA, en fait, donc quand on a conçu cette approche, en fait, c'était pour répondre à une demande d'INRAE qui se posait la question, en fait, c'était Marion Guillou était PDG à l'époque, et en fait, on était à l'époque en fait de la première évaluation d'INRAE par donc l'ancêtre du HCERS. Et bon, pour la petite histoire, en fait, on se rendait compte qu'il y avait un hiatus entre notre mission de recherche finalisée à INRAE et notre capacité en fait à documenter l'impact des recherches INRAE, alors que l'impact scientifique, donc l'impact académique, en fait, c'est quelque chose qu'on peut documenter avec tous les outils de la scientométrie qui ont été très développés et qui sont très utilisés, et, à plus ou moins bon escient. En fait, sur les études d'impact, en fait, on pouvait dire on attend de brevets, on attend de certificats d'obtention végétale, on a contribué à des créations d'entreprises par les chercheurs. Donc, on avait en fait un certain nombre de traces, mais pas grand-chose en fait sur les impacts produits en réalité. Donc du coup, en fait, on a proposé en fait une approche avec une méthodologie, une heuristique pour sélectionner des cas, parce que si on veut faire une analyse pertinente au niveau d'un organisme comme INRAE, en fait, il faut pouvoir justifier en fait des cas qui sont qui vont permettre de rendre compte de l'impact d'INRAE dans son ensemble. Et puis ensuite, en fait, on a développé une méthode standardisée d'analyse des cas avec trois outils principaux. Donc, une chronologie qui est le premier point en fait pour construire l'analyse, donc savoir quand cette histoire commence, quand l'histoire finit, repérer les principaux événements ou turning points, donc les points de bifurcation, des points importants dans la chronologie de ce projet, qu'il s'agisse en fait des points internes, nouvelles découvertes, l'accès à de nouvelles ressources, ou bien des événements externes, un changement réglementaire, un changement important dans les réseaux d'acteurs, des nouveaux besoins, etc. Donc, chronologie, ensuite, et c'est vraiment l'outil central, en fait, l'outil du chemin d'impact sur lequel je vais revenir, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une analyse très fine de la chaîne de traduction qui permet en fait de faire le lien entre des activités de recherche dans un écosystème complexe et des transformations qui permettent effectivement de générer ou de contribuer, le terme serait plus exact, des transformations. Et puis en fait, enfin, un radar d'impact qui vise à mesurer l'impact, les transformations, l'amplitude des transformations dans un espace multidimensionnel. Donc, je ne reviens pas sur la citation de départ, mais où on cherche systématiquement à suivre l'impact, pas simplement dans les dimensions économiques, mais dans les différentes dimensions économiques, environnementales, impact sur les politiques publiques, impact social et impact sanitaire. Puis, donc,
Comme ces analyses sont faites sur un standard unique, ce qui est vraiment très important, en fait, on a une possibilité en fait, de faire des analyses transversales et donc de tirer des leçons qui dépassent en fait, la singularité de chacune des études de cas. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises de cette question de l'attribution, hein, qui est vraiment un écueil important quand on fait une analyse d'impact. Hein, et en fait, quand on fait un chemin d'impact, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir l'attribution, donc comment mesurer la part de nos recherches à INRAE ou ailleurs dans la production d'une transformation. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette notion de contribution et donc de s'interroger dans la méthode d'analyse sur la façon dont les activités qui sont conduites, les connaissances qui sont, ou les outils qui sont produits, donc comment tout cela contribue à des transformations. J'aime bien cette image de contribution où on voit bien que la question, elle est pas tant quantitative, hein, comme dans le cadre de l'attribution, elle est vraiment qualitative. Et donc, en fait, l'idée, c'est bien que nos recherches contribuent à des transformations qui sont systémiques et donc où il y a de fortes complémentarités entre différentes activités. Donc, cette notion de contribution, il y a toute une littérature hein, sur l'évaluation de la contribution. C'est un des éléments qui nous guide dans ces analyses et dans la façon dont on essaie de raisonner l'impact. Donc, le chemin d'impact, j'ai déjà insisté. Hein, donc, tout d'abord, en fait, le chemin d'impact, c'est quelque chose qui est très classique, hein, où en fait, on distingue bien ce que sont les ressources qui sont investies, donc les inputs, les outputs, donc les produits, et puis les impacts qui peuvent être, alors nous, quand on dit impact niveau 1, en fait, c'est ce que la littérature anglo-saxonne appelle les outcomes, donc c'est les premières transformations, les premiers effets. Et les impacts niveau 2, en fait, c'est les impacts liés à la généralisation de l'utilisation. Donc, si on disait input, output, outcome, impact, on est vraiment dans une utilisation très classique en fait du chemin d'impact. Les modulations en fait qu'on introduit, c'est en fait une très très grande attention au contexte général qui peut jouer un rôle très très important. Deuxièmement, dans les inputs, en fait, c'est pas simplement une question d'investissement, c'est une question de compréhension de ce qu'on appelle la configuration productive ou l'écosystème dans lequel en fait va se situer le projet ou le programme ou les activités d'un acteur. Et donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir une représentation assez fine de cet ensemble, de cette configuration productive. Dans les outputs, en fait, vous voyez que on fait le distinguo entre différents outputs et on utilise cette notion de actionable knowledge, donc les connaissances qui sont actionnables, hein, au sens où effectivement ce sont des connaissances qui permettent effectivement d'agir, ce qui n'est pas forcément le cas d'une publication scientifique, mais c'est le cas d'un logiciel, c'est le cas d'une variété, c'est le cas d'un plan, d'une méthode, etc. Et on insiste aussi beaucoup sur la notion d'intermédiaire, alors qu'on a mis là comme une phase, hein, mais évidemment, cette notion d'intermédiaire, c'est bien dire qu'il faut prendre en compte la façon dont les résultats
vont pouvoir être transformés à un premier niveau, ou à un second niveau, à un niveau N, hein, et donc il y a toute une série d'activités qui sont très importantes. Donc, quand on fait un chemin d'impact, en fait, on ne s'intéresse pas simplement à ce qui se passe dans le bleu, mais on va s'intéresser à la façon dont un projet, un programme, une organisation peut contribuer, pas simplement par la production de connaissances, mais aux différentes étapes du chemin d'impact. Voilà. Alors, quelque chose qui est vraiment très important, hein, c'est le passage des impacts de niveau 2, 1 aux impacts de niveau 2. C'est ce qu'on appelle les processus de généralisation. Alors, voilà, en anglais, c'est upscaling, outscaling, et c'est vraiment ce qui fait que ce qu'on va produire, au-delà de rencontrer les premiers utilisateurs, et quand on est en recherche partenariale, c'est les utilisateurs avec lesquels on est en coproduction, en fait, quand les résultats produits vont pouvoir être utilisés bien au-delà en fait, de ce premier cercle. Et en termes de production d'impact, ce phénomène de généralisation est un phénomène qui est extrêmement important, bien évidemment. Alors, les 5 dimensions de la mesure d'impact, je les ai déjà indiquées. Ce que je peux ajouter, en fait, c'est que, en fait, donc ce qu'on a fait dans ASIRPA, en fait, on a produit des métriques qui sont en fait des barèmes assez simples qui permettent de transformer des données qui sont très hétérogènes, qu'on analyse, qu'on collecte pour chacun des cas. Donc, ce qu'on appelle, nous, dans ASIRPA, des descripteurs, c'est-à-dire c'est des données qui peuvent être utilisées par les acteurs dans leur régime d'action, en fait, les transformer en un indicateur qui est donc dans un espace de commensurabilité et donc qui fait qu'on va pouvoir faire de la comparaison entre des projets, même si ces projets sont très hétérogènes. Alors ça, c'est assez facile sur l'économie, parce que l'économie, en fait, bon, on peut très bien avoir en général, et on n'est pas dans, comment dire, 3-0 après la virgule, hein, c'est vraiment des mesures qui sont assez qualitatives, donc c'est une mesure du surplus, mais vous voyez bien que quand on est sur la question de l'environnement, ben en fait, on va avoir des choses qui sont très hétérogènes. De même pour la politique, le social ou la santé. Donc, dans ces cas-là, en fait, on a développé en fait, ce qu'on appelle des barèmes, hein, qui permettent de faire cette transformation entre des descripteurs qui sont, pour le dire comme ça, idiosyncratiques, donc qui sont vraiment très très liés à des domaines particuliers, en indicateurs qui permettent d'avoir une commensurabilité. Alors, vous voyez sur ces radars que le profil en fait d'impact, il est très très différent selon les projets, hein, donc il n'y a pas de corrélation générale, hein, donc il y a des projets qui produisent essentiellement de l'impact sur les politiques publiques et très peu dans les autres domaines. Enfin voilà, donc toutes les combinaisons sont possibles, d'où l'importance en fait vraiment de faire ces mesures chaque fois. Bon, alors j'ai presque fini cette première partie. Je vois Daniel et Fred qui s'impatientent, hein. Il me reste combien? Moins 5 minutes ou je t'entends pas, Daniel? Il faut conclure, je pense qu'on arrive à... Ok, très bien. Bon, mais en fait, bon, je voulais très rapidement quelques éléments en fait sur les résultats qui ont été produits, hein, par ce type d'analyse, hein. Donc, sur le chemin d'impact, un décalage temporel important entre les recherches et les premiers impacts. Et on reviendra là-dessus parce que c'est une véritable difficulté quand on fait de l'impact en temps réel, hein, donc une vingtaine d'années. Dans tout ce qu'on a analysé, en fait, une importance cruciale des infrastructures. En fait, les infrastructures de recherche sont mobilisées dans la plupart des cas. Et donc, importance cruciale des infrastructures et des investissements
de longue durée. Et puis, et ça, c'est pas inintéressant, en fait, le reste non plus, les réseaux d'adoption sont souvent assez différents des réseaux de création. Donc, il ne faut pas penser effectivement que ceux qui vont effectivement participer à une diffusion élargie sont les mêmes que ceux qui ont participé à la création. Contribution de l'INRA, donc production de connaissances sous une forme actionnable, ça c'est vraiment un trait distinctif extrêmement important. Un rôle essentiel de l'INRA, enfin l'INRA est dans la structuration des milieux utilisateurs, donc très loin en fait dans le chemin d'impact, et puis également en fait on trouve un rôle d'anticipation, d'exploration de nouvelles options, d'assurance, de production de connaissances crédibles et pertinentes pour les décisions publiques. Bon, j'insiste pas là-dessus. Alors, à partir de ça, en fait, on a fait des typologies. Hein, donc, on a une typologie des chemins d'impact où on a croisé l'intensité de la transformation de la sphère des utilisateurs avec l'intensité de la coproduction. Et en fait, on a 4 types de, chemins d'impact qui vont des marchés pour la technologie, c'est le type 3, donc où on n'a pas de coproduction et finalement pas de transformation importante de structurelle importante, et s'oppose à celui-ci le type 1, donc où on a une coproduction très importante dans des réseaux qui sont établis et qui permet en même temps en fait d'avoir une transformation qualitative forte de la sphère d'usage. Voilà, j'insiste pas là-dessus, simplement pour dire que en fait on apprend beaucoup avec ce type d'analyse. Et puis je finis sur cette dimension. En fait, hein, je l'ai indiqué, ASIRPA est utilisé en routine, donc il y a une équipe de recherche et une cellule opérationnelle à la direction de l'évaluation. Il y a des référents impact dans les départements de recherche. Des études sont réalisées par les chercheurs impliqués dans les cas, avec l'appui des référents. Et ça, c'est vraiment très important. C'est l'exigence qu'on a eue, en fait, c'est de développer une approche qui soit portable, qui soit appropriable par les chercheurs. Et ça s'est fait notamment avec l'investissement dans une formation en ligne. Et puis, dernier point, voilà, donc ce qui est vraiment très important, ça c'est le fruit de l'expérience, hein, c'est qu'il faut vraiment passer d'une économie de la promesse de l'impact à une véritable culture de l'impact. Voilà, donc désolé d'avoir été un peu long. Voilà, donc je pense qu'on peut ouvrir pour les questions, et Daniel ne voulait pas de pause, donc je pense qu'on ne va pas faire de pause, on va faire du stretching comme ça. Voilà. Bien, merci. Bien, merci Pierre-Benoît pour cet exposé qui est très riche, qui pose bien à la fois les enjeux de l'évaluation, les limites des méthodes traditionnelles. Je pense par exemple à l'analyse coût-bénéfice qu'affectionnent bien les économistes, et qui décrit bien ce qu'on peut attendre d'une approche de type ASIRPA. Donc on va passer, pour rappel, hein, on a une session qui est en 2 temps. La deuxième partie sera plus appliquée à la méthode chemin faisant, et plus appliquée à la mise en œuvre au niveau des projets TETRAE. Donc peut-être quelques questions ici qu'on peut prendre plutôt sur des réflexions méthodologiques à partir de ce premier temps d'exposé. Donc allez-y, vous pouvez librement lever la main, on vous affectera la parole et énoncer vos questions directement en ouvrant votre micro. Donc Camille Brard. Camille. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation tout d'abord. Et moi, j'avais une question concernant la méthode ASIRPA dans un contexte de sciences ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a des modalités qui vont changer pour les chercheurs, modalités et processus qui vont changer. Est-ce que la méthode ASIRPA est toujours une méthode qui permettra, au regard de ces nouvelles modalités, d'avoir un aperçu pour analyser et prévoir les impacts liés à la recherche, ou dans les 5 domaines que vous avez précisés, donc dans les 5 types d'impact, les métriques que vous avez placées derrière doivent changer pour s'adapter à ces nouvelles modalités liées à la science ouverte? Oui, a priori, moi je dirais que ASIRPA peut s'adapter effectivement
à la science ouverte pour une raison assez simple, hein, c'est que avant qu'on ait la science et l'innovation ouverte comme injonction politique, en fait, hein, et je ne dis pas l'importance, hein, en fait, les processus étaient déjà très interactifs et très ouverts, et donc du coup, quand on fait de l'analyse d'impact, comme on le fait dans ASIRPA, en fait, on est confronté effectivement à des interactions assez ouvertes, alors plus ou moins ouvertes, hein, entre les acteurs, donc je ne vois pas de difficulté. Une question peut être de positionner en fait la dimension de la science ou de l'innovation ouverte comme un des critères. Et moi, je dirais, je recommanderais de ne pas le faire. Enfin, voilà, donc moi j'ai un point de vue assez arrêté là-dessus, c'est qu'il faut éviter de multiplier les dimensions d'impact. Il me semble qu'avec le vecteur d'impact que nous avons défini, nous couvrons l'essentiel. Alors peut-être il faut en rajouter, mais du coup, là, les dimensions d'impact, c'est des dimensions vraiment de transformation, hein, alors que la science ouverte, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen, hein. Donc du coup, et ce moyen, ben, en fait, on va le retrouver dans des chemins d'impact. Donc, je ne vois pas la difficulté. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, les fournisseurs de données, hein, Clarivate, etc., sont capables de dire effectivement quel est le pourcentage de production de sciences ouvertes, hein, avec simplement des proxys qui sont assez simplifiés. Bon, on n'est pas du tout dans ce type d'approche parce que vous voyez bien que là, on cherche à produire des indicateurs. Sur ASIRPA, on est vraiment très très prudent sur cette question d'indicateurs. Je ne sais pas si ça répond bien. Ouais, parfait. Merci pour votre réponse. Il y a d'autres questions sur cette partie? Non. C'est vrai qu'on attend tous avec impatience la deuxième partie sur Tetrae, c'est ça, hein? Moi, j'avais une question quand même, Pierre Benoît. Quand vous avez identifié les 5 domaines, comment vous avez effectué ce choix? Parce que tu l'as dit, vous ne voulez pas multiplier les indicateurs. Et comment vous avez identifié les 5 domaines et quel est le degré d'applicabilité à tous les types de projets de recherche? En fait, donc on a fait une revue de littérature, hein, en fait, c'est les 5 indicateurs qui ressortent, hein, de la littérature, tout simplement. Donc ça a été la base. Un autre choix est fait par des collègues, hein. Par exemple, si on prend la méthode du CIRAD, IMPRES, qui a été développée en parallèle, ils ont un nombre d'indicateurs qui est très important. Alors, avec un nombre d'indicateurs très important, on peut effectivement avoir une grille d'analyse qui est adaptée de façon beaucoup plus fine à différents projets. Le problème qui se pose, c'est celui de produire en fait une métrologie qui soit crédible, quoi. Enfin, quand j'achète un réfrigérateur, pour le dire comme ça, je vois en fait la mesure de la production de la consommation d'énergie ou autre, donc sur une échelle ABCDE, et je ne me pose pas de questions sur la façon dont c'est produit, parce que il y a une standardisation et il y a une crédibilité de la mesure. Si on cherche à faire ça, l'idée c'est que si on cherche à faire ça sur 5 dimensions, on peut y arriver, mais ce n'est pas facile, hein, de produire des barèmes qui permettent de produire des mesures robustes. Si on le fait sur un nombre très très élevé, en fait, on va avoir beaucoup de mal à produire des indicateurs qui soient robustes, hein. Donc le choix, c'est pas simplement, c'est pas tant les indicateurs, parce que, enfin les domaines, les dimensions, parce que les dimensions sont assez évidentes, hein. Alors on aurait pu, celui qu'on pourrait rajouter, c'est les effets culturels, par exemple. On n'a pas voulu, et ça se discute, hein, mais on n'a pas voulu mettre des indicateurs de processus, hein. On n'a mis que des indicateurs
de transformation. Donc, quand on discute avec des acteurs, c'est peut-être une discussion qu'on va avoir sur Tetrae, en fait, on peut dire, oui, l'apprentissage relationnel, le fait qu'on construit des réseaux, c'est un résultat en soi. Et nous, dans Azirpa, en fait, on considère que ça relève du parcours dans le chemin d'impact, mais on ne le compte pas comme un résultat en soi, puisque voilà, on n'a pas cette dimension apprentissage relationnel. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais en tout cas, c'est le choix que l'on a fait pour vraiment se donner comme exigence de capter vraiment des transformations effectives dans les dimensions qui ont été indiquées. Alors, on a eu une discussion avec nos collègues hollandais, donc la méthode Ciampi, qui, eux, en fait, suggèrent que ce qui est important, en fait, c'est les interactions productives. Bon, ça pourrait être cette question d'apprentissage relationnel, et donc et on ne les suit pas du tout là-dedans. Ils disent, en fait, ce qui est important, en fait, c'est de produire des interactions productives, et c'est ça qui est une bonne proxy de l'impact. En fait, non, pas. Voilà, empiriquement, nous, on arrive à finalement réfuter ce qu'ils disent. Donc, il y a un débat là-dessus. Mais voilà, donc je pense que sur le choix des dimensions, les 5 dimensions, c'est assez évident. La question, effectivement, c'est de savoir si on doit mettre des indicateurs du type de apprentissage relationnel ou interaction productive. Ça, c'est une vraie question. Et je pense que pour Tetrae, c'est sûrement quelque chose qui se posera. Il y a d'autres volontés de prise de parole, des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une dernière avant de basculer sur la partie. Tu parles d'ailleurs plus de descripteurs que d'indicateurs. Et du coup, j'avais une remarque sur qui décrit en fait. Est-ce que c'est un processus qui est mené par les parties prenantes du projet? Ou est-ce que c'est un extérieur qui permet de décrire les transformations qui ont eu lieu en cours de projet? Donc, c'est bien, effectivement, la distinction entre descripteur et indicateur, c'est bien pour signifier que les premières données que l'on prélève, en fait, c'est des données que les acteurs utilisent pour décrire ce qu'ils font. Alors, évidemment, derrière ta question, il y a le fait que tous les acteurs ne vont pas utiliser les mêmes descripteurs, etc. Donc, du coup, là, il y a une question empirique d'enquête, de savoir comment on constitue ça. Mais en tout cas, si je fais, disons, l'impasse sur cette question, qui peut être importante, en tout cas, l'idée, c'est que c'est vraiment les mesures qui sont à la portée des acteurs. Bon, je vais prendre un exemple. On a travaillé sur des outils d'aide à la décision pour la fertilisation azotée, Azofert. Donc, il y a un des outils. Les acteurs nous disent Azofert a permis de diviser par 2 l'azote, la fumure azotée sur la betterave à sucre, tout en maintenant les rendements. Bon, donc là, c'est vraiment voilà, une mesure, c'est un descripteur, ce n'est pas un indicateur. La question, c'est de savoir comment, en fait, entrer ce descripteur dans un barème qui va permettre de dire quelle est l'importance de l'impact. Dans ce cas-là, c'est l'impact sur l'environnement et l'impact économique qui nous intéresse. Et donc, c'est cette règle de transformation qu'on introduit dans le barème, et c'est quand on a fait la transformation qu'on peut dire j'ai des indicateurs. Donc, les indicateurs sont vraiment produits par l'analyse. Les descripteurs, c'est vraiment des éléments observables par les acteurs. Bien, merci. On va peut-être passer à la seconde, si le conférencier est prêt. C'est bon. J'ai mangé la pause, donc il n'y a pas de souci. Alors, il faut que ça reparte. Alors, OK, donc il est 5h08.
Bon, donc je vais partir en fait et je vais parler principalement de l'approche ASIRPA itinérée qui me semble un bon candidat en fait pour les questions qui nous occupent concernant Tetrae. Donc, si on devait définir cette approche, alors itinérée, chemin faisant, temps réel, etc., tout ça, c'est à peu près pareil, hein. Alors, je sais pas, parfois, on se pique de parler latin, mais bon, voilà. Donc, l'idée, c'est que là, on n'est plus après coup, on n'est plus pour faire des constats et des mesures quand les choses sont réalisées. En fait, les approches, les méthodes, les outils qu'on doit développer ont vraiment pour ambition d'aider à des recherches à visée transformatrice, et donc c'est se doter d'une approche, d'outils qui permettent d'augmenter la chance d'atteindre la cible de transformation. Donc, on est bien, en fait, dans le cadre d'une évaluation formative, hein. Vous vous souvenez que j'ai opposé formatif à sommatif, donc on est bien dans le cadre d'une évaluation formative, hein. Et c'est très lié, en fait, à un management adaptatif, donc étape par étape, qui privilégie des approches d'expérimentation, qui privilégie la capacité d'apprentissage des acteurs et qui privilégie également une capacité d'adaptation, donc une capacité de flexibilité, de réorientation de ce que l'on fait. Et ce management adaptatif, dans le cadre qui nous occupe, doit et peut être également participatif. Au niveau méthode, en fait, on a tiré les leçons d'ASIRPA Expose concernant les mécanismes d'impact, et ce qui nous a permis en fait de concevoir les grandes lignes d'une approche, mais pour de vrai, l'approche et les outils font l'objet d'une co-conception dans le cadre de co-expérimentation en conditions réelles, hein. Je l'ai indiqué en introduction. Alors, bon, quand on veut manager ou gérer ou piloter, enfin, vous dites comme vous le voulez, des projets ou des programmes de recherche et d'innovation orientés vers l'impact, en fait, on a 4 types de problèmes. On a le problème du décalage temporel, hein. Vous vous souvenez que sur un échantillon assez large de cas, on est sur une vingtaine d'années. Un décalage entre l'ambition et les moyens de pilotage. En fait, quand on fait de la recherche et de l'innovation, en fait, on est confronté à une forte incertitude et une forte complexité, c'est-à-dire des phénomènes d'émergence, et puis il faut arbitrer dans une position entre des approches très quali et des approches quanti. Alors par rapport à ça, en fait, les propositions qu'on fait dans ASIRPA itinéré, c'est pour le décalage temporel, en fait, c'est de développer une approche, une démarche itérative et un principe de parcimonie d'information. Donc l'idée, c'est que, en fait, si vous voulez piloter, vous n'allez pas collecter toute l'information jusqu'au bout de l'histoire anticipée sur toutes les branches d'un arbre des possibles, mais vous allez en fait collecter l'information qui vous est nécessaire pour aller à l'étape suivante, ce qui est vraiment très différent. Donc ensuite, le décalage entre l'ambition et les moyens de pilotage. Donc, je l'ai indiqué et je pense que c'est particulièrement important pour Tetrae. On peut avoir une ambition de transformation qui est très importante avec voilà, contribuer à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation, contribuer à l'augmentation de la production de protéines d'origine végétale, etc. On sait que en fait, ces ambitions, en fait, elles nécessitent en fait pas simplement votre projet, mais un ensemble de projets, d'activités, et pas simplement la recherche, mais également les transformations des politiques publiques à différents niveaux, etc., etc. Donc, par rapport à ça, je reviens sur l'idée d'analyse de la contribution et donc la nécessité vraiment de positionner votre action
dans son écosystème, de façon à bien comprendre comment, effectivement, ce que vous allez faire peut contribuer de façon très importante, enfin plus ou moins importante, hein, mais peut contribuer aux transformations qui sont souhaitées. Donc, complexité et incertitude, ça signifie que, en fait, on est en gain d'informations et on peut avoir des surprises, hein. Il y a toujours un peu de sérendipité dans la recherche, il y a toujours, et c'est bien, et la créativité de la recherche, elle tient à cela, tout n'est pas programmé d'avance. On peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Donc, là encore, la réponse dans ASIRPA Illitéré, c'est d'avoir une démarche itérative expérimentale. Enfin, l'opposition entre le CADI et le CANTI, il nous semble vraiment, et ça c'est aussi lié à l'expérience d'ASIRPA ex post, hein, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux, pour autant qu'on soit capable en fait de tenir l'exigence d'une analyse multidimensionnelle des effets, mais il faut travailler vraiment sur la mise en récit en fait. Et cette mise en récit, en fait, ça nécessite souvent, quand on se situe ex ante ou en cours de route, d'expliciter en fait ce qu'on appelle la théorie du changement, c'est-à-dire la façon dont on pense que telle action va produire tel effet par toute une série de médiations que l'on sait en fait plus ou moins expliciter. Voilà, donc ça c'est les grands principes. Donc dans ASIRPA, en fait, on n'est pas sur une approche où on a voilà, un temps T0 où on détermine tout, mais on a quelque chose qui est itératif, hein, donc une évaluation formative à utiliser dans un cadre de management adaptatif où ben, en fait, on détermine les missions, donc les objectifs de transformation. À partir de ça, on conçoit un chemin d'impact. Ça peut être pas mal de définir en fait un récit, de mettre en récit ce chemin d'impact, cette histoire que l'on veut construire, cette forme d'expression est tout à fait importante. Ensuite, voir ce qu'on veut suivre comme indicateur ou descripteur, enfin les données que l'on veut suivre pour éclairer en fait les décisions que l'on devra prendre dans la suite du projet. Bon, et puis ensuite, il y a la mise en œuvre, le bilan, et l'idée, c'est que, en fait, quand vous développez un projet, alors pour Tetrae, si on a un projet de 5 ans, ça peut être pas mal, en fait, d'avoir une clause de rendez-vous à mi-parcours où on fait le point et on essaie de voir quels sont les éléments qui ont été développés par rapport à ce qui était anticipé, là où on a les bonnes surprises, les mauvaises surprises, et en fait, voir comment... et c'est ça qui est important, en fait, à partir de ce qu'on a appris dans la phase qui vient de s'écouler, comment il faut éventuellement réorienter certaines activités. Donc, du coup, en fait, ce qu'on suggère, en fait, c'est de reprendre le chemin d'impact comme outil central d'ASIRPA et avec trois étapes dans la réflexion. La première, c'est de définir les transformations attendues. Donc, c'est quoi l'objectif? À quoi le projet que l'on conçoit a trait? C'est quoi, enfin voilà, quel est à terme le monde, ça peut être un tout petit monde, hein, désirable auquel on veut contribuer. Donc, et là, on peut avoir en quelques lignes à quelque chose qui peut être en fait une prospective hein, sur finalement la viabilité de ce monde. Bon, on peut prendre, et on peut utiliser en fait se caler sur des prospectives existances comme Klimakri, After, etc., de façon à essayer de raisonner sur finalement quel est ce point d'arrivée, ces transformations souhaitables. Deuxièmement, en fait, on revient en fait à l'origine, où on est au départ, et donc on essaie de voir, de faire cette analyse de contribution de façon très fine, hein, donc en quoi le projet peut contribuer dans son écosystème aux transformations souhaitées. Et donc, ça peut être
c'est pas du tout les expériences randomisées, mais une pensée un peu contrefactuelle, quoi. Si le projet n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui se passerait? Et ça, c'est lié au fait, cette idée qu'il faut vraiment passer par là, c'est lié au fait qu'on considère, ça c'est un résultat d'Azirpa, mais qui est assez partagé, hein, que l'impact il est généré par un ensemble d'activités et non par un projet unique. Donc, quand on est sur un projet, il faut vraiment, encore une fois, déterminer la contribution potentielle, donc déterminer quelles sont les activités complémentaires et les liens avec le projet ou les activités qui vont contre les objectifs de ce projet, identifier le rôle spécifique du projet, identifier les points de blocage, identifier les réseaux d'acteurs pertinents hors et dans le projet. Vous voyez que si on fait ça, en fait, ex ante, alors, pour le coup, c'est-à-dire avant de se lancer dans la phase de conception, et ça joue un rôle très, très important dans la construction du partenariat du projet. Parce que, évidemment, en fait, vous allez essayer de construire votre partenariat en fonction de cette analyse. Et ce n'est pas quelque chose qui viendra après, c'est quelque chose qui entre dans la conception du projet. De même que sur le troisième point, l'identification des différentes phases du chemin d'impact, donc identifier les acteurs pertinents à chaque phase, les intermédiaires, les points critiques, identifier donc quelles sont les phases intermédiaires qui pourraient servir de point d'étape pour une évaluation du projet, de ses objectifs et donc pour le pilotage, identifier les problèmes, désolé pour les fautes, hein, liées à ce que j'ai qualifié de phase de généralisation, donc essayer d'anticiper ces questions de réplication du projet dès le départ. Alors, c'est pas, et c'est toujours avec une pensée un peu séquentielle et une parcimonie de l'information. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une analyse complète de toutes les dimensions, et c'est juste, en fait, faire cet exercice de façon à pouvoir prendre en compte dès le départ, en fait, des éléments qui pourraient en être sensibles sur ces questions de généralisation. Voilà, donc du coup, l'approche, c'est vraiment, enfin, je l'ai dit très rapidement, on pourrait préciser, c'est vraiment ça qui est proposé, donc avec l'expérimentation en cours sur plusieurs projets ou programmes, hein, et donc un MOOC qui là aussi aide à la réalisation tout en se formant. L'idée, c'est pas de faire donc un open course qui fait un peu comme je l'ai fait là, une formation un peu générique, mais c'est vraiment les mains dans le cambouis, en fait, hein, suivre, aider des acteurs qui se posent des questions effectivement de construction de projets, d'intégration de l'impact dans la construction de projets, à utiliser en fait ce que l'on propose. Voilà. Alors, avant d'en venir plus précisément à Tetrae, donc quelques mots de conclusion. Donc, Azirpa est l'une des approches, et ce n'est pas la seule, hein, qui explore des façons innovantes d'évaluer l'impact sociétal de la recherche, qu'il s'agisse d'approches ex post ou ex ante ou in itinere. C'est important pour ce qu'on discute, et l'approche résulte d'une recherche-intervention, et en même temps, bon, elle est utilisée en routine INRAE tout en bénéficiant d'amélioration continue. L'objectif principal, c'est encore une fois de comprendre les mécanismes qui génèrent l'impact, et donc de contribuer ainsi au processus d'apprentissage qui augmenteront la capacité de la recherche à produire de l'impact sociétal, donc des transformations qui sont souhaitées. L'approche est basée donc sur des études de cas, et ça c'est un choix méthodologique très important, hein. Et c'est ce choix de se baser sur des études de cas qui permet de produire à la fois une mise en récit, parce que chaque cas est c'est une histoire en soi, une mise en récit de l'impact, en utilisant à la fois des données qualitatives et quantitatives. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Les deux sont vraiment utiles, et puis c'est une approche qu'on peut utiliser à différentes échelles.
Alors, les leçons pour tétrailler, en fait, moi, il me semble important d'insister sur 4 points principaux. Le premier, ben, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui des approches disponibles pour aider la conception et le management des projets de recherche avec une visée de transformation. Donc, du coup, bon, j'ai focalisé sur ASIRPA parce que c'est ce que je connais. Donc, il y en a d'autres, donc c'est ouvert. Donc, on ne part pas, et c'est vraiment très très important, on ne part pas d'une page blanche. Il y a pas mal d'outils qui existent, qui peuvent être utilisés. Et concernant ASIRPA, en fait, l'effort qu'on a fait, c'est de développer des outils qui sont facilement appropriables par les acteurs. Parce que ça, c'est un choix qui est très fort également. L'idée, c'est que ces évaluations, elles ne doivent pas être faites par une instance externe, mais c'est vraiment les acteurs de la recherche qui doivent s'approprier ces outils. C'est de cette façon que ça peut contribuer vraiment au phénomène, au processus d'apprentissage que j'ai mentionné plusieurs fois. Alors, les conseils généraux, en fait, qu'on peut dire, c'est de mettre en œuvre ces approches le plus tôt possible dans la conception d'un projet. Bon, on a différentes expériences de ce point de vue. J'ai parlé des différentes co-expérimentations et bon, voilà, donc la vie est ainsi faite que tout n'est pas comme on le souhaiterait. Donc, du coup, quand on est intervenu sur des préparations de projets européens, ben, bien souvent, les consortiums étaient fixés. Bon, vous savez comment on fait un projet européen, c'est toujours à la bourre. Bon, et donc, du coup, il faut vraiment, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir cette réflexion sur la portée du projet en termes de transformation dans la conception du projet, en utilisant ASIRPA ou autre chose. Et par rapport à ça, ce qui est vraiment très très important, c'est d'être clair sur les ambitions. Quand on préparait ce webinaire avec Fred et Daniel, bon, ils disaient oui, mais en fait, dans certains cas, c'est la production de connaissances qui est importante. Ben oui, banco. Donc, si c'est la production de connaissances et si finalement il n'y a pas de lien qui puisse être vraiment objectivé entre cette production de connaissances et les transformations, ben en fait, voilà, on le justifie par l'importance des connaissances qu'il s'agit de produire. Et voilà, donc, et si on a des ambitions de transformation, compte tenu en fait du décalage entre tout ce qu'il faut remuer pour avoir des transformations structurelles, notamment quand on parle de transition en fait, qui sont des transformations systémiques, qui sont multi-acteurs, qui sont multidimensionnels, etc. Évidemment, il faut être très clair sur la façon dont la recherche en fait va permettre de contribuer à ces transitions. Et donc, encore une fois, être très clair sur la contribution. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans la conception du projet, bien évidemment. Donc, le troisième point en découle, ASIRPA conduit à adopter finalement une conception modeste, réaliste et pragmatique de l'impact. Donc, on n'est pas dans la promesse de l'impact, en fait. Bon, voilà, donc, dans à la fois les projets, dans les articles, tout est fait pour que les chercheurs, en fait, indiquent que, voilà, j'ai travaillé sur tel gène de telle plante et ça va me permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde. J'exagère évidemment, ou de réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre, bon, etc. Ben, en fait, ce qu'on dit dans ASIRPA, c'est que, ouais, peut-être, mais ce qu'il faut, c'est dire en quoi effectivement cette transformation, cette nouveauté, la connaissance, les outils, etc., contribuent effectivement à transformer, à une chaîne de transformation. Et ça, il faut pouvoir le dire de façon précise.
Je finis sur la question, la grosse question, en fait. Oui, mais en fait, tout ça pour ça, quoi. Bon, et est-ce qu'il va nous rester du temps et de l'énergie pour faire de la recherche, quoi, enfin, au bout du bout, parce que c'est vrai que c'est une recherche en soi, c'est très lourd, etc. Donc, ce qui pose la question, en fait, du détour de production. En tant que chercheur, en fait, est-ce que j'ai besoin d'apprendre ce nouveau langage, ces nouveaux outils, etc. Qu'est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et puis, est-ce que ça vaut le coup compte tenu de la taille des projets qui est modeste? Enfin, on voit bien que pour, ouais, pour un PPR, donc 30 millions d'euros, bon, oui, c'est peut-être pas mal, quoi, de se doter d'un outil d'évaluation d'impact pour des gros programmes, bon, pour un territoire d'innovation, bon, oui, ok, mais pour un projet type ANR ou moins, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'effectivement, bon, il y a peut-être des indivisibilités, quoi, dans l'investissement, dans l'évaluation d'impact. Donc ça, enfin, c'est évidemment une vraie question, hein. Donc, c'est une question sur laquelle dont il faut pouvoir discuter. À mon avis, la solution, elle est dans un dispositif qui doit être au niveau du programme TETRAE, c'est-à-dire si on décide que c'est important dans TETRAE d'aborder ces questions, il faut, enfin moi ce que je suggérerais, c'est qu'il y ait en fait mise à disposition des chercheurs des outils en fait qui soient d'un usage assez facile, hein. Et on a différents exemples, hein. Enfin voilà, donc si je prends l'exemple du territoire d'innovation VITIREF qui est assez avancé de ce point de vue, en fait, il y a donc une méthodologie, enfin des outils qui sont assez simples d'utilisation, hein, qui ne nécessitent pas, enfin je sais pas, enfin et qui sont intéressants parce que ça conduit à se poser plein de questions qui sont des questions importantes et qui permettent quand même, avec un investissement tout à fait raisonnable, en fait, d'avoir une valeur ajoutée très forte pour le projet, pour autant que l'on considère effectivement qu'il faut essayer d'améliorer notre capacité à contribuer aux transformations qui sont souhaitables. Voilà, donc j'ai fini là pour de bon. Il est 33, hein, donc il nous reste une trentaine de minutes pour discuter. Merci pour votre attention. Parfait, merci. Finalement, on est retombé sur nos pattes au niveau du séquençage du séminaire, donc c'est parfait, merci. On va prendre une série de questions. Là, donc l'idée, c'est vraiment d'approfondir et de rebondir sur ce qui a été dit sur la construction des chemins d'impact appliqués à leur mise en œuvre dans le cadre de TETRAE, hein. L'ambition, c'est qu'on avait à travers ce séminaire, c'est d'une part de vous sensibiliser à ces démarches, mais aussi d'arriver à pouvoir traduire ça dans la construction des projets qui est en cours, donc à avoir des éléments d'opérationnalisation de ces logiques qui soient inscrites dans la généalogie, dans le processus de construction des projets. Donc, allez-y, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, il y a une question de Jacques Méry. Jacques, tu peux éventuellement la poser directement en ouvrant ton micro. Bonjour, donc je reprends ce que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'en fait, si l'évaluation se fait en interne, bon, on comprend qu'elle peut être efficace, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle est objective? Parce qu'un chercheur, il est tenté de valoriser ce qu'il fait. Donc, s'il y a des externalités négatives d'un projet de recherche ou si les gens sont plus ou moins, ou un biais technophile ou technophobe, par exemple, suivant le type de département d'INRAE, on peut peut-être avoir des avis un peu différents ou des choses qu'on veut mettre un peu sous le boisseau. Enfin, je pense que vous connaissez bien ça avec les controverses sur les OGM, par exemple. Oui, merci pour la question. C'est une question qui
qui n'est pas facile, hein, et effectivement, enfin, moi, je me suis beaucoup intéressé aux controverses, aux controverses scientifiques, aux controverses publiques, et en fait, en réalité, dans Azirpa Ex Post, on n'a pas introduit cette dimension controverse. Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui permet de produire des éléments de façon assez simple. Et c'est vrai que quand on entre dans des controverses, ben en fait, on entre dans une certaine complexité on renforce la complexité. Donc, moi, je pense que cette question de controverse, il faut pouvoir l'intégrer. Alors, comment on peut l'intégrer? Et ce n'est pas du tout évident, hein. Si vous avez une ambition de transformation et si vous dites ben, quel est le réseau d'acteurs avec lesquels je vais travailler, vous voyez bien que vous allez devoir mettre des frontières entre ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans, quoi. Et ces choix, ils vont être très, très importants et ces choix, ils vont refléter une certaine position par rapport à la controverse. Donc du coup, il me semble que on a bien des éléments avec... vous m'entendez bien là ou non? Oui, oui. Ouais. Avec cette question, en fait, qui est la question enfin, la théorie du changement, qui, quand on se situe donc ex ante, donc, ou dans le cours de l'action, le chemin d'impact, en fait, reflète une conception qu'ont les acteurs de ce qui est important pour opérer des changements. Et dans ce qui est important pour opérer des changements, il y a pas simplement le changement en soi, mais le sens du changement. Donc, du coup, l'explicitation de la théorie du changement, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Mais vous voyez, si vous voulez réduire l'utilisation des pesticides, ben, en fait, vous allez, il y a sans aucun doute une controverse, même si il y a une volonté affichée de la politique publique de réduire l'utilisation des pesticides, il y a une controverse sur l'objectif et sur les modalités. Donc, quel que soit le projet en fait que vous conduisez, en fait, vous allez devoir en fait prendre une position dans la controverse. Alors cette position, elle est généralement pas explicitée, mais de toute façon, vous avez une position. Donc voilà comment, enfin, ce que je dis est un peu hésitant et pas très stable. Je pense que il faut effectivement faire le lien avec la controverse. Si vous voulez, quand on faisait Ex Post, on n'a pas voulu trop mettre l'accent là-dessus parce que vous voyez bien que la ligne de fuite, c'est une conception finalement très constructiviste ou relativiste de ce qu'est l'impact. Et évidemment, selon le positionnement des acteurs, l'importance, ce qu'est un impact peut varier. Ce qui peut être considéré comme positif pour certains acteurs peut être considéré comme négatif pour d'autres. Donc, ça, c'est des dimensions que l'on a gommées en se disant, bon, en fait, il faut déjà être capable d'avoir des mesures assez robustes sur les différentes métriques. Puis ensuite, on pourra avoir plus de finesse dans les analyses, hein. Voilà, donc du coup, ce que je dirais, c'est attention en fait à ne pas trop complexifier l'analyse. Vous voyez bien que, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sur toutes les analyses qu'on a faites, nous en gros, quand on fait Azirpa Ex Post, et c'est la même philosophie sur le ex ante, l'enjeu, c'est de pouvoir faire des analyses de cas qui sont d'une qualité satisfaisante, avec tous les guillemets nécessaires, dans un temps limité. Pour l'ex post, en fait, c'est 2 mois de travail. Mais sur chaque cas, vous auriez pu avoir une thèse, hein, c'est clair.
Voilà, donc du coup, ce compromis, ce point de compromis, il est important. Donc ensuite, selon les sujets, effectivement, la controverse, moi, le pari que je ferais, c'est quand vous êtes dans la conception ou dans la mise en œuvre, c'est que cette controverse, en fait, vous la trouvez par des positions antagoniques, en fait, des acteurs dans la réalisation du projet. Pardon d'avoir été un peu long, hein, mais c'est une question qui n'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bon, il y avait une question de Sabine, mais sauf si tu me contredis, Sabine, mais il me semble que ça rejoignait la question et la réponse qui ont été faites. Oui, tout à fait. Ok, donc nous, on a une question, Pierre Benoît, parce qu'on doit mettre en place aussi, dans le cadre de ces différents projets, un travail autour de la valorisation, enfin une stratégie de valorisation, à la fois à destination des acteurs. Tu as rappelé dans la première partie que la construction d'outils pour la diffusion de connaissances opérationnelles était importante, et puis aussi des stratégies de construction d'une valorisation scientifique. Et donc, comment tu vois la place de ces outils un peu opérationnels et scientifiques dans la construction du chemin d'impact? Oui, alors, il faudrait, je suis un peu gêné parce que j'aimerais répondre en illustrant par des exemples, hein, mais l'idée générale, en fait, c'est que ce qu'on appelle valorisation doit vraiment être précisé. Alors, tu as la dichotomie, disons, académique et opérationnelle, hein, qui est une première chose, mais si je suis sur un chemin d'impact, la valorisation, ça va être dans différentes étapes, dans une chaîne d'opérations de traduction, d'intéressement, la façon dont je vais pouvoir m'attacher, enrôler des acteurs qui vont contribuer. Donc du coup, les opérations de valorisation, il faudrait les concevoir, de mon point de vue, par rapport au chemin d'impact. Et voilà, donc si on prend des projets que je connais un peu de PSDR 4 en Occitanie, enfin ex-Midi-Pyrénées, il y a eu dans certains cas en fait une vraie opération de valorisation par des outils de formation dans l'enseignement agricole. Donc, la question, c'est pas de, enfin, qui est derrière, c'est en quoi cette stratégie de valorisation me permet effectivement de contribuer à des transformations qui sont souhaitables. Donc, si je prends, je pense, enfin, je parle sous le contrôle de Daniel, hein, et de peut-être des acteurs qui sont là. Bon, voilà, donc mieux comprendre en quoi les activités agricoles sont compatibles avec la biodiversité, l'intérêt en fait d'avoir une action de formation, ou comme les dictionnaires d'agroécologie, donc ce type d'outils qui sont pour moi des outils de valorisation de connaissances, qui ont en fait un impact qu'on n'a pas intégré, qui est un impact plutôt culturel, c'est-à-dire c'est bien se dire que un des éléments très importants, et enfin voilà, je ne fais que suivre Gramsci finalement, c'est les idées, c'est les dimensions culturelles. Donc il est vraiment essentiel de... Alors, donc, vous voyez bien que là, quand on dit ça, ben, en fait, on peut très bien mettre toutes les actions de valorisation dans un objectif de transformation culturelle. Je pense qu'il faut essayer vraiment de serrer en fait quelles sont les différentes opérations de valorisation et à quoi elles correspondent dans le chemin d'impact. Pas tout mettre dans le culturel, quoi. Donc du coup, un peu comme cette question, la question du choix des partenaires, en fait, hein, qu'on devrait, selon moi, raisonner en fonction d'un chemin d'impact, sachant que, évidemment, le chemin d'impact,
c'est mieux de le faire avec les partenaires. Donc, il y a un moment où il faut commencer, quoi. Et donc, dans le programme prioritaire de recherche sur les pesticides, en fait, on travaille en premier lieu avec les chercheurs, en fait, et ensuite avec les partenaires. Hein. Donc, il y a une représentation qui est celle des initiateurs de la recherche. Mais dans le cadre de Tetrae, on a déjà des partenariats, hein, et donc on peut très bien avoir une réflexion en fait dans le cadre de ces partenariats, mais ensuite effectivement c'est essayer de voir comment on positionne donc les acteurs avec lesquels il va falloir travailler, de quelle façon il faut travailler, de même que voir comment on positionne les différentes activités de valorisation. Et là, enfin, si on fait ça, on a un choix et une détermination des priorités de partenariat, de valorisation, en fait, qui sont assises effectivement sur une analyse qui me semble plus solide par rapport à cet objectif de transformation. Merci. Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'avais une question sur la... Ah, Claire, vas-y, je t'en prie. Hop, j'active mon micro. Oui, c'était par rapport au territoire d'innovation donc de Vitirev, juste pour témoigner sur donc l'outil d'évaluation que vous évoquez. Bon, puisque le territoire d'innovation, il est quand même relativement récent. Et l'outil que vous évoquiez, donc, il a été mis en place là assez récemment, puisqu'on nous a demandé donc, au niveau des différents responsables d'opération de l'utiliser. Effectivement, il reprend en fait des chemins de transition que vous évoquez. Il a un petit témoignage pour dire qu'en fait, selon les profils des responsables d'axe, il y a eu une plus ou moins bonne appropriation en fait de cet outil, puisque au niveau de Vitirev, on a quand même une multiplicité d'acteurs et qu'on peut avoir au niveau des laboratoires d'innovation territoriale des personnes qui ne sont pas forcément des chercheurs ou qui sont dans ces logiques d'évaluation et de recherche. Et donc là aussi, malgré l'effort de simplification et tout un travail quand même de pédagogie qui a été fait sur cet outil, il y a eu quand même de la résistance par rapport à la mise en place de cette évaluation. Donc, je pense que ça serait intéressant en tout cas effectivement que cet outil soit peut-être partagé au niveau de Tetrae, parce qu'il y a vraiment une notice en fait qui a été mise en place. Et puis, même par rapport au format à remplir. Moi, témoignage au niveau de l'action adaptation au changement climatique, puisqu'on lançait l'action au moment en fait, où il y avait cet outil d'évaluation qui était mis en place, ça nous a aidé vraiment à construire même notre action. En fait. Donc, nous, ça nous a plutôt, au niveau de notre unité là, de recherche, donc GAV, ça nous a aidé plutôt à construire l'action, mais je sais que pour d'autres, ça a été plutôt un élément qui a plutôt suscité des réactions négatives. Et juste moi, après, de mon côté, j'avais une remarque, c'était sur ce que vous avez évoqué, c'était sur la mise en récit. Je ne sais pas si au niveau de votre modèle à CIRPA, vous avez, dans cette mise en récit, vous avez des formats qui sont déjà imaginés. Et je me demandais, parce que là, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des appels à projets qui sont en train de sortir sur les sciences participatives, sur tout ce qui est le lien aussi avec les actions culturelles. Et voilà, je voulais savoir si, du côté de Tetrae, vous aviez envisagé des choses sur ces sujets, en fait. Merci. Oui, merci Claire pour ce témoignage important avec effectivement je retiens vraiment les deux aspects, c'est-à-dire le fait que oui, c'est pas évident pour tous les acteurs hein, de se mettre là-dedans et ce qui est vraiment pour moi le moteur, c'est que il faut pas que ce soit imposé, hein, c'est clair. Si c'est imposé, ça a des effets contre-productifs et il faut que
les acteurs concernés y voient un vrai intérêt. C'est ce que vous avez dit à propos de votre propre expérience. Donc, nous, ce qu'on voit en fait dans les différentes opérations dans lesquelles on est, c'est que il y a vraiment un intérêt des chercheurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui considèrent que soit ce n'est pas leur boulot, soit de toute façon, voilà, la production de connaissances, ça suffit. Et puis, on les ennuie assez avec du reporting, etc. Enfin, voilà, donc il y a un effet un peu repoussoir des outils de management de projet, et ASIRPA ou d'autres arrivent et ils en remettent une couche et on se dit, bon, ça va, quoi. Ça va, laissez-nous le temps de faire le boulot quand même, quoi. Bon, l'idée, c'est que, et très modestement, ce n'est pas pour imposer, mais c'est qu'on essaie de fournir des outils de réflexion, de réflexivité, d'analyse qui permettent aux acteurs d'améliorer leur conduite de projet ou de programme, pour autant que des transformations importantes soient visées. Donc, du coup, voilà, merci pour le témoignage encore une fois, parce que je pense que vous avez bien montré les deux aspects. Alors, j'ai perdu votre question, du coup, c'était sur la mise en récit. Ouais. Sur les méthodologies de mise en récit. Nous, on n'a pas encore travaillé là-dessus. En fait, en tout cas, alors ça, c'est juste empirique, quoi, une expérience qu'on a eue, c'est que quand on fait de l'analyse d'impact, c'est aussi puissant d'indiquer finalement comment la recherche a permis de réaliser des transformations que de donner un chiffre. Et les expériences qu'on a eues, nous, ASIRPA à plusieurs reprises a été repris, par exemple, dans des auditions au Parlement, des choses comme ça. Bon, ben oui, quand on indique comment la génétique animale a conduit, le téléphone de Daniel sonne à côté de moi, mais je réponds, Daniel, ou non? C'est joli. Hein. Voilà, donc les députés, en fait, retiennent ces histoires et ça permet vraiment, et c'est très important, de permettre de comprendre comment la recherche, en fait, contribue, et donc comment la recherche est essentielle, mais comment la recherche est limitée, en fait, doit aussi, en fait, se combiner avec d'autres actions. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc la mise en récit, en fait, elle doit permettre, effectivement, de rendre compte de cela. Alors, donc il y a des approches. Hein, dans l'équipe, c'est Doug Robinson qui a beaucoup travaillé sur ces questions de prospective participative, hein, et qui a des méthodes, effectivement, de narrative, hein, de mise en récit, donc participatif, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, on pourra, enfin voilà, donc je ne sais pas comment on va interagir là-dessus, mais si vous voulez avoir plus d'éléments, on pourra vous passer des références là-dessus. Merci, merci à vous. Même le téléphone se tait, hein, c'est vraiment... N'hésitez pas à poser les questions, hein, parce que enfin, toutes les questions sont bonnes, comme on dit. Surtout celles qui sont les plus naïves. Hein. Sachant que pour l'instant, ce n'était pas des questions naïves. Hein. Oui. Oui, nous, on avait une question, Pierre Benoît, sur la gouvernance des projets. Est-ce qu'à partir de ce que vous avez vu, pour pouvoir anticiper la mise en œuvre de ces démarches d'évaluation d'impact, de mesure d'impact, il y a des modalités de gouvernance à prévoir dans la construction du projet? Oui, en fait, donc c'est toute cette question du management adaptatif, hein, qui est vraiment, c'est une, comment dire, c'est un sujet en soi et c'est presque un métier. Donc, c'est se dire en fait,
si je prends au sérieux le fait que, un, j'essaie d'atteindre une cible, mais que, deux, cette cible, elle peut bouger, parce que je peux avoir, il peut y avoir des transformations, je peux avoir des informations qui permettent de préciser cette cible, etc. Ça signifie que je dois avoir une capacité d'adaptation, donc je dois voir en quoi mon projet il est flexible, et je dois me dire finalement en fonction de quoi je vais devoir réadapter, en fait, réorienter en fait alors, à la marge ou un peu plus certaines activités. Donc je ne sais pas si je suis sur un truc où mais ouais, je dois avoir une preuve de concept, pour le dire comme ça, quoi, d'un élément qui va être très important pour déclencher d'autres opérations. Bien évidemment, et si j'ai plusieurs, je le fais très simple, hein, si j'ai plusieurs lignes de recherche, ben, je dois pouvoir me dire, ben oui, si dans un domaine, en fait, la preuve de concept, elle est très compliquée à établir, alors que dans d'autres domaines, ça marche mieux, ben, en fait, je dois pouvoir réorienter en fait, des ressources. Bon, donc, et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment dans la conception du projet, dans sa gouvernance, et ce qui est difficile, c'est, oui, si je prends des projets européens, en général, on fait des VP, on se répartit les ressources entre responsables de VP, et puis ça bouge plus, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait des VP qui ne fonctionnent pas parce que c'est trop difficile, parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas les ressources, etc. Et en fait, il y a très très peu de projets européens en réalité dans lesquels en fait on se donne d'emblée en fait dès le départ la capacité de se dire ben oui c'est normal et je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand on fait de la recherche, on fait des paris, tout ne marche pas de suite, etc. Et donc, du coup, il faut pouvoir réorienter. Donc, et c'est vrai, c'est une vraie difficulté parce qu'on n'a pas du tout cette culture, quoi. Hein. On a plutôt une culture de, ben, ouais, voilà, donc on fait un projet ensemble, mais je veux être sûr des ressources que je vais avoir pour une période donnée, quoi. Donc, cette flexibilité, on ne la crée pas forcément. Et donc ça, je pense que pour des projets, enfin, je ne sais pas comment vous allez faire dans Tétray, mais pour moi, c'est une vraie question, quoi. Nous non plus, on ne sait pas encore. On a quelques idées. Bien. Ok, donc ben, on va conclure là-dessus, hein, je pense. Merci, merci Pierre-Benoît. Je vais juste mettre un élément de conclusion, hein, peut-être, voilà. Si tu veux, Fred. Oui, donc l'idée de ce premier séminaire, enfin, webinaire des 4 que vous proposez en guise d'appui à la construction des projets, c'était vraiment de réfléchir collectivement sur la manière dont on allait pouvoir introduire ces logiques d'impact et de mesure d'impact dans la construction des projets, et notamment dans la rédaction hein, des projets qui quand elles se mettre en œuvre. Donc quelques éléments peut-être pour guider la manière de traduire ce que nous a dit Pierre-Benoît dans la construction des projets. D'une part, la nécessité d'identifier la dimension d'impact dans la réponse à l'appel à projet. Nous, on va dans les outils, dans les guides et les maquettes de réponse à projet qu'on va vous fournir sous quelques jours. Cette dimension, elle sera clairement présente. Donc, ça nécessite aussi, côté de la rédaction des projets, d'intégrer cette dimension. Donc, ça signifie de se poser la question, ça a été évoqué pendant les 2 heures, de savoir comment votre projet va produire de l'impact, autrement dit, contribuer à une transformation, à des transformations, et d'identifier le type de transformation qui peut être visé. Et le niveau d'ambition, ça a été plusieurs fois rappelé par Pierre-Benoît, le niveau d'ambition qu'on peut assigner au projet.
La manière dont on entend intégrer aussi la question de l'impact dans la gouvernance des projets, on vient de l'évoquer à l'instant, à la fois en termes de mobilisation des chercheurs, des partenaires, mais aussi à travers la réalisation, les productions des projets, production à l'issue des projets, et puis une visée qui peut aller au-delà de la temporalité du projet à travers une forme d'anticipation des modalités d'adoption et d'appropriation de ces résultats, et notamment une des questions clés des projets Tetrae, c'est comment on va pouvoir toucher les utilisateurs, les end-users, c'est-à-dire les utilisateurs finaux des recherches, des connaissances qui pourront être produites dans le cadre des projets Tetrae. Donc, ce qu'on a en tête aussi, c'est de ne pas avoir une approche trop prescriptive de ce que pourrait être des projets dans une démarche d'impact, mais que ce soit adapté au contexte, adapté au type de projet, et on l'a dit à plusieurs reprises, au type de résultats qui nous semble important pour dans le cadre à assigner à chaque type de projet. Est-ce que c'est de la production de connaissances? Est-ce que c'est faire bouger? Est-ce que c'est de la structuration de communauté? Est-ce que c'est de la structuration de réseau, des pratiques, etc. Vous avez différents et donc voilà, c'est vous avez ASIRPA, est-ce que votre équipe peut être mobilisée dans le cadre de la construction de ces projets Tetrae? Tu as posé une question, Fred, ça? Oui, la question c'était dans quelle mesure on peut s'appuyer aussi sur votre expérience, sur vos ressources pour les porte-projets Tetrae, pour un peu les aider, les orienter dans la construction des projets. Ça, je ne peux pas répondre de suite, mais en tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, on ait une capacité à répondre. Donc, pour l'instant, en fait, moi, je peux essayer de répondre à des questions si certains sont intéressés, mais il faut qu'on mette ça en place. ASIRPA, c'est une petite équipe, hein, malgré tout, et donc, du coup, on a des capacités qui sont pas extensibles. Voilà, mais c'est une vraie question, donc il faut qu'on en discute, Fred et Daniel, hein, mais pour l'instant, enfin, moi, je peux dire, s'il y a des questions, des interrogations sur comment faire, moi, ce que je suggère, c'est que les personnes s'adressent à vous, et puis qu'on en discute, quoi, avec le souhait très sincère de pouvoir répondre et apporter une réponse assez rapide et qui soit praticable, quoi. Très bien. Donc, merci. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais Sabine Nguyenba a mis dans le chat un document qui est issu d'un travail d'analyse mobilisant les outils ASIRPA. C'est aussi ce type de ressources qui peut éventuellement vous aider dans la construction des projets. Merci, Sabine. Vous nous entendez bien, là? Oui, là, ça va mieux, oui. Ça va mieux, effectivement. Donc, merci à tous et à toutes. Merci Pierre-Benoît, surtout. Donc, tout ce qui a été enregistré, plus les PowerPoints, seront disponibles parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu venir et m'ont demandé d'enregistrer et de… Voilà. Donc, ça servira de base à la documentation des Tetrae, accessible à tous et partagée par beaucoup plus que ce qui était là ce soir, hein, puisque beaucoup m'ont demandé de pouvoir visionner ça. Donc, on construit chemin faisant, on est itinéraire, comme on dit. Voilà, donc c'est une première étape et vraiment, je suis ravie d'avoir pu aborder la question de l'impact. Je pense qu'on a tout de même voilà, défriché un peu le terrain et je trouve que c'est collectivement et donc je trouve que c'est important.
Donc, tout ça sera sur le site web qui va être construit d'ici la fin du mois. Il y aura un site web Tétraé. Et pour le moment, les informations vont être mises sur le site web de PSDR 4. Il y a un volet Tétraé. Et donc, on mettra pour le moment les informations dans ce site-là et accessible à tous. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Benoît. Et Merci à vous. le prochain séminaire, donc, c'est le 5 sur la notion de innovation ouverte et Living Lab. Donc, c'est aussi beaucoup de questions là-dessus. Et donc, c'est Alain Rallet qui sera le 5 octobre. Donc, à très bientôt. Merci à tous. Et nous sommes à votre disposition, en tout cas, au niveau de la cellule d'animation, pour répondre à vos questions sur vos projets. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.